Bonsoir à tous, merci de votre attention. Voici les titres de l'actualité de ce mardi. La justice marque le coup contre les patrons voyous. Les dirigeants de Palace Parfum qui avaient déménagé l'usine à l'insu des 47 salariés ont été condamnés à 3 ans de prison ferme. Le tribunal de Mulhouse a sans doute identifié un des plus grands tueurs en série français. Yvan Keller, 46 ans, a avoué une trentaine de meurtres de vieilles dames avant de se suicider. Les vérifications sont en cours. L'Europe s'élargit encore et passe de 25 à 27 pays membres. Le feu vert définitif a été donné à l'entrée de la Roumanie et de la Bulgarie au 1er janvier. Pour promouvoir l'essence végétale, le gouvernement décide de taxer à minima le biocarburant. Il sera vendu autour de 80 centimes d'euros le litre à la pompe dès l'an prochain. Un exploit médical au Pérou. La petite fille qui avait les jambes collées à la naissance a fait ses premiers pas. Elle a été opérée avec succès. Enfin, la sortie du film Indigène sur le destin de 4 tirailleurs maghrébins pendant la guerre, prix d'interprétation à Cannes et volonté de reconnaissance. Nos invités, les acteurs Jamel Debbouze et Sami Bouajila et le tirailleur Youb Laleg. Bonsoir à vous trois et à tout à l'heure. C'est un jugement sans précédent et exemplaire. Voilà le commentaire d'un représentant des salariés de Palace Parfum. Palace Parfum, c'est cette usine de conditionnement qui avait été vidée, déménagée en catimini pendant les vacances de Noël il y a 3 ans et demi. On en avait beaucoup parlé. Eh bien, les 2 patrons ont été sévèrement condamnés. 3 ans de prison ferme. Seul problème, ils ont fui la France et vivent maintenant au Liban. Vincent Fourcade. L'affaire avait fait scandale et donné naissance à une expression, celle de patron voyou. Palace Parfum, ou l'histoire d'un déménagement d'usine sauvage à l'insu des employés. Près de 4 ans après les faits, les 2 patrons écopent de 3 ans de prison ferme chacun. Une victoire pour ces anciens salariés. La société Parfum des Champs est reconnue comme coupable dans cette affaire pour ses méfaits, pour ses escroqueries, pour ce jean-foutisme au niveau des salariés. Et là, vraiment, ça fait du bien. On commençait à en avoir marre. On avait marre de tout. Hein. Puis ça traînait, et puis là, ma foi, c'est un bon dénouement. Janvier 2003, alors retour de vacances de Noël, les salariés de Palace Parfum font une triste découverte. Leur usine s'est volatilisée. Machines et stocks envolés, patron introuvable, 47 salariés sur le carreau. Banqueroute, abus de biens sociaux, de la délinquance en col blanc, aujourd'hui lourdement sanctionnée. Enfin, le tribunal a reconnu la qualité de victime des salariés, ce que nous espérions, a reconnu également la qualité de coupable des patrons voyous. Donc nous sommes très contents, bien entendu, de la décision qui est intervenue. Une victoire au goût amer pour les anciens de Palace Parfum, car leurs 2 ex-dirigeants, un couple franco-libanais, échappent pour l'heure à la prison. À l'époque, devant le retentissement de l'affaire, ils avaient préféré prendre la fuite. Ils seraient actuellement réfugiés au Liban. Et puis à noter qu'aux États-Unis, cette fois, l'ex-directeur financier du groupe Enron a été condamné à 6 ans de prison pour sa participation à la faillite de l'entreprise, l'une des plus grandes de l'histoire américaine. Il avait dissimulé les pertes et fait croire au marché qu'Enron était en pleine santé. S'agit-il d'un redoutable tueur en série ou d'un mythomane? C'est la question qui est posée à la justice française ce soir, après les aveux d'un homme de 46 ans. Il a reconnu, la semaine dernière, pendant sa garde à vue, une trentaine de meurtres de vieilles dames pour l'essentiel en 17 ans dans la région de Mulhouse. Si ces déclarations étaient confirmées, cela en ferait l'un des plus grands criminels français. Mais il s'est suicidé vendredi dans sa cellule. En tout cas, les enquêteurs prennent ses aveux au sérieux. Sur place, Christine Boss, Jean-Pierre Pasteur. Yvan Keller est-il un meurtrier en série ou un mythomane? Interpellé dans le cadre d'une enquête sur des cambriolages, ce Mulhousien de 46 ans avoue vendredi dernier à un juge d'instruction des dizaines de meurtres commis lors de cambriolages. Des aveux qu'il refuse de signer avant de se suicider dans une geôle du tribunal. Mais pour la justice, certains faits semblent avérés. Les propos, même s'ils étaient imprécis, lointains et difficilement localisables, paraissaient véritablement correspondre à des faits réels. Il y avait effectivement beaucoup de travail à réaliser, mais je crois qu'effectivement nous étions en face de quelqu'un qui avait commis de nombreux meurtres. Il procédait toujours de la même façon comme ici à Burnout, où en 1994, il aurait étouffé 3 personnes âgées durant leur sommeil. Ces décès avaient été classés en mort naturelle. Pour son avocat, Yvan Keller n'avait rien d'un mythomane. Yvan Keller était prêt à dire beaucoup d'autres choses, puisqu'il était même prêt à se déplacer avec les policiers dans divers endroits. Il avait même demandé à ce qu'on lui donne un plan pour pouvoir localiser divers endroits. Je crois que là, on a perdu une occasion d'en savoir beaucoup.
En 1984, Yvan Keller avait déjà été condamné à 10 ans de réclusion pour vol avec arme. Toujours dans l'actualité judiciaire, quelques semaines après l'affaire Campouche, une jeune Suissesse de 14 ans, disparue depuis près de 3 mois, a été retrouvée au domicile d'un homme de 56 ans près de Marseille. Il était en contact avec elle par Internet en se faisant passer pour une jeune fille. Cela dit, l'adolescente n'aurait pas été maltraitée. L'homme a été mis en examen pour atteinte sexuelle sans violence, ni contrainte, ni menace. Mais les chefs d'enlèvement ou de séquestration n'ont pas été retenus. Loïc Delamornay. La jeune fille habitait ici depuis 3 mois. Les policiers l'auraient retrouvée dans le lit de son ravisseur. À l'origine, la jeune Suisse de 14 ans avait rencontré sur Internet une copine qui se faisait appeler Sophie 13. Après de nombreuses conversations sur le web, Sophie 13 avait finalement révélé son vrai visage, celui d'un homme de 56 ans. Mais cela n'a pas effrayé l'adolescente, bien au contraire. Par la suite, dans le cadre de cette relation de confiance qui s'est établie, il a donné sa véritable identité. Il est devenu le confident de cette jeune fille et c'est avec lui qu'elle a organisé sa fugue. Elle a donc accepté que ce retraité marseillais vienne la chercher en Suisse, près de son école. Il l'aurait même emmenée en vacances en Lorraine et présenté à ses propres enfants. Interpellé, l'homme a été écroué et mis en examen pour atteinte sexuelle sur mineur, mais pas pour violence ni séquestration. Les premiers éléments laissent penser que la jeune fille d'origine tamoule aurait fui des difficultés familiales et se serait attachée à son ravisseur, ce qu'on appelle un syndrome de Stockholm. Une nouvelle opération des forces de l'ordre dans le quartier des Tarterets. Rien à voir cette fois avec l'agression des 2 CRS. Les gendarmes et les policiers sont intervenus dans le cadre de plusieurs affaires de braquage. 5 personnes étaient encore en garde à vue à la mi-journée. Aucune information en revanche n'a été donnée sur l'autre enquête et les interpellations dont nous parlions hier. Ce quartier sensible de Corbeil-Essonnes est depuis quelques jours à nouveau sous le feu des projecteurs. Mais il faut savoir que la vie a beaucoup changé ces dernières années là-bas. De gros efforts ont été faits. Exemple, le lycée classé en ZEP, il était miné par la violence. Il est devenu un établissement réputé. Enquête François-Julien Piednoir, Guillaume Viard. Aux portes de la cité des Tarterets se dresse une forteresse de 2500 élèves. Le lycée Robert Doisneau, classé ZEP en zone sensible. Première mesure de sécurité. Bonjour. Un barrage filtrant à l'entrée. Madame le proviseur se poste là tous les matins. Ça fait partie de la sécurité, ça montre que les adultes sont présents et que la journée va bien se passer. Nous sommes un lycée extrêmement vieux, extrêmement vilain, moche, gris, sale, espandant. Tous les élèves se battent pour venir ici. Mais ils ne se battent plus dans la cour depuis qu'une clôture est installée, évitant toute intrusion. Le lycée est ainsi passé de 111 actes de violence en 2002 à seulement 3 en 2005. Vous voyez, on passe juste au ras des fenêtres de la loge. C'est très dissuasif. Nous n'avons plus d'intrusion. C'est fabuleux. Fabuleux, tous les élèves n'en sont pas convaincus. Qu'il y ait des grilles autour de l'établissement, on se sent un peu plus protégé. Ça n'empêche pas les gens des Tarterets de venir ici, tu vois. Donc non, franchement, je pense pas ouais, mais bon, quand même, que des grilles suffisent à être en sécurité. Contrairement à d'autres établissements sensibles, ici on refuse la vidéosurveillance. Ce sont les 300 adultes du lycée qui font office de caméra. Regardez dans un établissement scolaire comme celui-là, vous mettez des caméras partout. Qui est-ce qui surveille les écrans? Celui qui surveille ou ceux qui surveillent les écrans, je préfère qu'ils soient dehors dans la cour au contact des élèves. C'est plus efficace pour vous? Je pense. Mais dans la salle des profs, certains enseignants réclament plus en matière de sécurité. À l'entrée, il n'y a pas de détecteur de métaux. Les élèves rentrent, sortent avec. On ne contrôle jamais ce qu'il y a dans leur sac. On sait qu'il y a des raquettes, qu'il y a des trafics, qu'il y a des agressions. Je veux vous dire aussi que dans ce lycée, il n'y a qu'une seule justice. Ce sont les élèves qui travaillent, qui réussissent. Car ici, la sécurité passe aussi par un contrat de réussite entre l'établissement et les élèves en difficulté. Objectif, qu'aucun ne se sente exclu. Si les élèves se sentent bien dans leur établissement, se sentent connus et reconnus, sont en voie de réussite, ils n'ont pas besoin ni de se battre, ni de se violer, ni de se voler, ni de se... Voilà, c'est tout. Selon les informations dont dispose la proviseure, aucun élève de son établissement ne serait concerné par les interpellations effectuées au Tarteret. Après Nicolas Sarkozy, Ségolène Royal a entamé aujourd'hui une visite au Sénégal, son pays de naissance. Ségolène Royal, qui a rencontré le président Ouad, a pris ses distances avec les accords signés ce week-end par le ministre de l'Intérieur, mais sans les rejeter complètement. Elle s'est aussi exprimée sur la question des pensions des anciens combattants des colonies françaises. Jeff Wittenberg, Frédéric Rank, envoyés spéciaux. Ségolène Royal a un petit avantage sur Nicolas Sarkozy. Ce Sarkozy dont tout le monde lui parle depuis qu'elle est arrivée à Dakar.
Il lui a peut-être brûlé la politesse en étant venu là dès ce week-end, mais elle est née ici. Et tous ceux qui la rencontrent le savent. La population qui vous accueille est dans la thématique d'une joie infernale. Une joie infernale. Voilà, et Ça me va nous disons très bien. bonne arrivée. Devant la tombe de Léopold Sédar Senghor, le premier président sénégalais, le héros de la nation, l'hommage est encore plus explicite. Ta fille, Ségolène, est venue de France pour que tu puisses la protéger, que les esprits de nos ancêtres la protègent pour la campagne prochaine qui s'annonce en France. Sur ses terres natales, Ségolène Royal a décidé de se placer au-dessus de la mêlée. Je parle ici, par respect pour le Sénégal, faire immersion avec des polémiques de la politique nationale française. Ni elle ne répondra directement à Nicolas Sarkozy sur l'immigration, ni elle ne se mesurera à ses concurrents du PS. Seule compte la petite musique qu'elle fait entendre dans ces étapes très ciblées, le co-développement pour aider les populations locales à rester sur place, la solidarité pour les anciens combattants, les tirailleurs sénégalais dont les pensions vont être réévaluées. Malheureusement, il a fallu attendre la sortie d'un film très émouvant pour que l'on fasse ressurgir ce dossier qui ne fait pas honneur à la France. Le président du Sénégal, Abdoulaye Wade, qui la reçoit pendant plus d'une heure, lui offre une reconnaissance supplémentaire. Du coup, Ségolène Royal semble oublier parfois qu'il y a une compétition au sein de son parti. Elle se comporte déjà en candidate investie. Et on reviendra bien sûr à la fin de ce journal sur le film Indigène. Pendant ce temps, à Paris, les principaux candidats à la candidature ont réussi à calmer le jeu au cours d'un bureau national du Parti socialiste. Ils ont conclu un accord sur l'organisation de la campagne interne. On sait notamment qu'il y aura 3 débats télévisés et 3 autres strictement en interne. C'est fait, c'est officiel. À partir du 1er janvier, il ne faudra plus parler de l'Europe des 25, mais de l'Europe des 27. 2 nouveaux pays vont rejoindre l'Union. La Roumanie, 22 millions d'habitants, et la Bulgarie, 8 millions d'habitants. La Commission a donné son feu vert. Bernard Lebrun. Au Berlaymont, le siège de la Commission européenne, l'architecte n'avait pas vu grand pour les drapeaux. Au 1er janvier pourtant, il faudra ajouter ici celui des 26e et 27e États membres. Aujourd'hui, l'Union européenne, c'est 25 pays et un peu plus de 453 millions d'habitants. Demain, le 1er janvier 2007, avec la Roumanie et la Bulgarie, nous serons 27 États et plus de 482 millions de citoyens européens. Une annonce confirmée aujourd'hui à Strasbourg par le patron de la Commission, qui pour autant lui aussi s'inquiète de l'avenir du paquebot Europe, difficile à gouverner. On ne peut pas élargir perpétuellement sans faire la réforme des institutions. Dans l'immédiat, l'adhésion des 2 pays les plus pauvres d'Europe, Roumanie et Bulgarie, pose d'autres problèmes. Le déséquilibre économique est flagrant. Roumains et Bulgares vivent avec 3 à 4 fois moins de revenus qu'un Français. Gare au déséquilibre migratoire, avertissent déjà les Britanniques. Reste que ce retour dans la famille Europe de ces 2 anciens pays du glacis soviétique fera date. Il y a 17 ans seulement, la Roumanie de Ceausescu, sortie de derrière le rideau de fer, faisait sa révolution. Détail historique pour les linguistes, bien que francophones et francophiles comme la Roumanie, la Bulgarie est le tout premier pays avec alphabet cyrillique à intégrer l'Europe. Pour la Roumanie, en tout cas, c'est un aboutissement. On l'a vu, 17 ans après la chute de la dictature communiste, les Roumains viennent de très loin, notamment sur le plan de l'économie et des modes de vie. Voici l'histoire de l'usine et du village de Copșa Mica que le monde avait découvert après la mort des Ceausescu. C'était un univers noir, complètement noir, saturé de pollution, de crasse, de misère. Aujourd'hui, la vallée a beaucoup changé. C'est le dossier de cette édition. Il est signé de nos envoyés spéciaux Yasmina Farber, Mathias Second. Sur la route de Copșa Mica, les vestiges de la folie industrielle de Nicolae Ceausescu. Une verrue noire au milieu de la verdure. La carcasse de l'usine Carbocine, fermée il y a 13 ans. Dans les années 80, Ion Emildiaș travaillait ici. Vous savez, c'est une image qui ne nous honore pas. Elle nous rappelle de très mauvais souvenirs, les horreurs du passé. L'enfer sur terre, 7000 ouvriers dans une ville de 6000 habitants. Des cheminées crachent à plein régime tout ce qui existe comme substance toxique. La plus visible, le noir de fumée, un colorant pour les caoutchoucs. Une poussière poisseuse qui tapisse les maisons,
s'incrustent dans les pores de la peau. Kopčanica en 91, un germinal roumain peuplé de petits gavroches. Émile nous emmène chez Ion et Mariana. Le couple a toujours vécu à côté de l'usine. La maison est repeinte, mais le noir de fumée n'a pas totalement disparu. Une crasse tenace, rien de bien dangereux selon Ion. Là, je viens d'aller chez le médecin. Tous les 6 mois, on nous envoie au contrôle. Il n'y a pas de problème. Ion est cerné par cette pollution historique enracinée dans la terre. Comme beaucoup, il a perdu son emploi et regrette la fermeture des principales usines. Avec la fin du communisme, la production de noir de fumée s'est éteinte, mais juste à côté, une partie de l'activité industrielle perdure, avec la Sometra, une usine rachetée par des Grecs. Les émissions de plomb, de cadmium, de zinc sont au-dessus des normes internationales. Épinglée par l'Union européenne, la Sometra doit rénover ses installations pour 2010. Le directeur nous ouvre les portes d'une chaîne de production. Dans la ville la plus polluée d'Europe, mieux vaut communiquer. Avec cette renommée douteuse, en Roumanie et en Europe, c'est un défi de montrer que notre usine peut respecter l'environnement et les hommes. À Kopčanica, l'espérance de vie est de 60 ans, 8 ans de moins que la moyenne nationale. Paradoxalement, la situation sanitaire était plus transparente à l'époque. C'est le constat de cet ancien médecin du travail. Avant, nous faisons dans une année minimum une examination complète d'un travailleur de santé avec les analyses du blé. Mais aujourd'hui, faire un test de plomb, ça coûte 40, 50 euros. Qui paiera? La médecine du travail à l'intérieur ne le fait plus. N'existe pas. La végétation a conquis du terrain. Les cicatrices visibles de la pollution sont effacées, mais l'eau reste chargée d'ammoniac, de plomb. Sacrifiés par Nicolae Ceausescu, les 5000 habitants attendent toujours l'aide de l'État, 16 ans après la Révolution. Kopčanica n'a jamais eu les moyens de lutter contre cette pollution historique. Aujourd'hui, l'Union européenne s'intéresse particulièrement à ce dossier. Le gouvernement roumain a promis de débloquer 24 millions d'euros pour réhabiliter la zone. En Grande-Bretagne, les adieux enflammés de Tony Blair au travailliste britannique devant 1 millier de délégués. Il a défendu son bilan avec humour et émotion, même si Cherie Blair, son épouse, réputée pour ses gaffes, a bien failli gâcher la fête. À Manchester, Maryse Burgot, Dominique Marotel. Monsieur le Premier ministre, c'était une journée particulière. C'est certain, Tony Blair se souviendra longtemps de cette journée d'adieu. Il vient de prononcer son dernier discours devant le congrès annuel du parti. Et il a réussi l'impensable, provoquer l'hilarité générale en évoquant son combat avec Gordon Brown, son frère ennemi. Au moins moi, je suis sûr que ma femme ne va pas me quitter pour mon voisin de palier. L'actuel chancelier de l'échiquier fait bonne figure et applaudit. Sourire de façade. Le bras droit de Tony Blair veut bel et bien lui ravir sa place. Une lutte fratricide dont se mêle la femme du Premier ministre. Cherie Blair aurait traité hier soir Gordon Brown de menteur. Malgré ses démentis, l'affaire est aujourd'hui à la une de tous les journaux. Gordon Brown, l'homme de l'ombre, veut désormais être dans la lumière. Et c'est vrai qu'il est largement responsable des succès de Tony Blair, notamment la croissance ininterrompue et le plein emploi. C'est donc en partie lui qui l'aura poussé vers la sortie. Ces milliers de délégués travaillistes venus de toute la Grande-Bretagne savent que c'est le très efficace tandem Blair-Brown qui leur a permis de remporter 3 victoires consécutives aux législatives. Ils savent aussi que la prochaine élection prévue en 2009 sera, elle, beaucoup plus difficile. Changement aussi à la tête du Japon, mais là-bas c'est déjà fait. Le nouveau Premier ministre Shinzo Abe a été investi aujourd'hui par le Parlement. Il est jeune, 52 ans, et on le surnomme le prince pour son aisance, bon chic, bon genre. Il est l'héritier d'une grande dynastie politique. Et son ambition déclarée est de promouvoir un Japon fort et respecté en Asie et sur la scène internationale. Ses premiers mots ont été pour la Chine, qu'il a qualifié, je cite, de partenaire important.
Une image du Probo Koala, ce navire qui a transporté des déchets toxiques à Abidjan. Il a été retrouvé par les militants de Greenpeace dans ce port d'Estonie. Les autorités du pays ont rejeté la demande d'immobilisation car il n'a plus de déchets à son bord. On a appris par ailleurs aujourd'hui que le chargement avait fait une 8e victime à Abidjan. L'agence Reuters affirme que les déchets seront traités en France. Information démentie par les autorités que nous avons sollicitées. Retour en France, précisément, c'était une affaire emblématique de la lutte contre l'homophobie. Jacques Chirac lui-même s'en était ému. Et bien finalement, 3 ans après l'agression présumée de Sébastien Anouchet, cet homosexuel qui accusait des inconnus de l'avoir brûlé au visage, la justice a rendu un non-lieu. Le procureur émet même des doutes sur la réalité de l'attaque. Jérôme Soulard, Éric Mézy. L'agression homophobe aurait eu lieu dans son jardin de Nolay-Mines. C'est en tout cas ce que nous racontait Sébastien Anouchet en mars 2004 à sa sortie de l'hôpital. Brûlé au 3e degré, il aurait alors reconnu ses agresseurs. Il y a un des 3 qui m'ont infligé des sangs et la personne a dit tu vas crever, sale pédé. La justice aujourd'hui vient pourtant de rendre un non-lieu dans cette affaire compliquée. 2 ans après les faits, les accusations de Sébastien Anouchet sont restées confuses, voire invraisemblables. L'un des agresseurs désignés était par exemple incarcéré le jour des faits, donc forcément innocent. On n'a pas réussi à établir les causes des blessures graves, des brûlures graves dont avait été atteint Sébastien Anouchet. Et donc on considère qu'on n'a pas d'éléments fiables qui nous permettent de maintenir la mise en examen qui a été posée à un moment dans ce dossier. Agression avérée ou mensonge de la victime présumée, dépressif, Sébastien Anouchet est aujourd'hui introuvable. Contrairement à la justice, sa mère Jacqueline ne doute pas de l'agression de son fils. Il n'y a pas assez de preuves et les empreintes n'ont pas été prises. C'est pour ça qu'on veut pas croire Sébastien. Mais moi je suis sûre et persuadée que Sébastien ne s'est pas mis le feu parce qu'il a trop peur de feu. Agression homophobe, règlement de compte. La justice a aujourd'hui rendu un non-lieu dans cette affaire. Les différentes parties ont 10 jours pour faire appel. Commentaire de l'association SOS Homophobie. Il ne faut pas en conclure qu'il n'y a pas d'agression homophobe en France. Fin de citation. L'environnement, on en sait un peu plus sur le carburant propre, on en parlait hier. Le rapport commandé à Alain Prost a été rendu aujourd'hui. Et une première mesure est connue, le biocarburant sera taxé à minima. Le prix tournera donc autour de 80 centimes d'euros le litre à la pompe dès l'an prochain. François Baudonnet, Christian Leroux. De la betterave dans nos réservoirs. Depuis quelques mois, le gouvernement annonce qu'il souhaite développer le nombre de pompes au bioéthanol en France. Aujourd'hui, il donne les premières indications chiffrées. Les pétroliers, les grands distributeurs se sont engagés à ce que d'ici 1 an, avant la fin 2007, il y ait entre 500 et 600 stations-service qui soient équipées de ce carburant vert sur le réseau autoroutier français et dans les principales grandes villes. Le bioéthanol devrait être vendu aux alentours de 80 centimes d'euros le litre grâce à une taxe sur les produits pétroliers réduite. Un prix en apparence attractif, mais attention, il faut plus de carburant vert pour parcourir le même nombre de kilomètres. Il faudra alors modifier les 13 000 stations-service de l'Hexagone, un chantier gigantesque sur lequel les professionnels s'engagent. Une fois la règle du jeu établie, notamment sur la fiscalité, une fois le carburant mis à disposition, et les agriculteurs disent qu'ils sont prêts, les coopératives sont prêtes, nous, on est prêts à devancer la demande de manière à ce que les constructeurs soient incités à aller plus vite pour adapter les moteurs. Les constructeurs automobiles français, justement, se disent prêts à jouer le jeu du carburant vert. Chez Renault, par exemple, on promet que dans 3 ans, une voiture à essence sur 2 pourra rouler au bioéthanol. Mais là encore, ce sera progressif car les modifications techniques sont importantes. Il faut changer un certain nombre de choses avec l'injection, la carburation. C'est quand même un moteur qui va être spécifié pour pouvoir accueillir 85% d'éthanol. Jusqu'à présent, les constructeurs tricolores étaient en retard par rapport à leurs concurrents étrangers. Ils devraient présenter leur premier modèle au bioéthanol en fin de semaine au Salon de l'Auto.
Santé, un léger mieux pour la sécurité sociale. Le déficit se réduit, même s'il reste très important. 9,7 milliards d'euros prévus pour 2006, contre 11,6 l'an passé. Ça va mieux du côté de l'assurance maladie. Ça se dégrade en revanche du côté de la branche vieillesse, avec les départs à la retraite de la génération du baby-boom. Toujours à propos de santé, c'est en ce moment la semaine du cœur. Une campagne d'information étalée sur plusieurs jours qui vise à mieux prévenir les infarctus. 120 000 personnes en sont victimes chaque année. Et même si la prise en charge s'améliore, un arrêt cardiaque sur 3 reste mortel. Agnès Monteux, Éric Mézy. C'est arrivé en pleine nuit. Monsieur Koya dormait quand une douleur l'a réveillé. Et tout d'un coup, une douleur dans la poitrine qui commençait à irradier dans les bras, dans la mâchoire. Une forte transpiration. Et puis j'étais très mal. Donc j'ai eu le réflexe, j'ai dit il faut que tu appelles quelqu'un. Composer le 15, le SAMU, même en cas de doute, un geste encore trop rare. Seul un tiers des personnes victimes d'un infarctus ont ce réflexe vital. Il est vraiment important d'appeler immédiatement les secours pour être traité le plus tôt possible, si possible dans la première heure ou au plus tard dans les 6 premières heures. L'infarctus, une artère se bouche à cause du tabac ou du cholestérol par exemple. Un caillot sanguin se forme, le cœur n'est plus irrigué, c'est la destruction du muscle cardiaque. Chaque année, 120 000 personnes sont victimes d'infarctus. Un chiffre qui ne baisse pas, mais il y a de moins en moins de décès. 44 000 en 2002 contre 55 000 en 1985. L'explication, des techniques de plus en plus sophistiquées et un suivi de plus en plus individualisé pour éviter les récidives. Tous les 6 mois, M. Verica fait le point sur sa nouvelle vie. L'exercice physique, alors, où en sommes-nous là? L'exercice physique, pas très bien, non. Cessez de fumer, vous pouvez. Soignez votre cholestérol, vous pouvez. Le diabète, vous pouvez. La tension, vous pouvez. Bouger, vous pouvez. Et perdre du poids, vous pouvez. Donc il y a plein de choses sur lesquelles on peut agir. Autant de bonnes habitudes qu'il faudrait prendre le plus tôt possible pour éviter des milliers d'infarctus par an. Et puis cet exploit médical au Pérou. Une fillette de 2 ans opérée du syndrome de la sirène a fait ses premiers pas. Il s'agit d'un mal rare, une malformation. Les 2 jambes sont collées à la naissance. Eh bien l'opération a réussi. Elle peut désormais marcher. Florence Bouquilla. Une toute petite fille qui se lance maladroitement et fait ses premiers pas. L'image pourrait sembler banale, mais ses jambes potelées, encore mal assurées, sont un prodigieux cadeau. L'enfant est né bébé sirène, il y a 2 ans, à l'hôpital de Lima, au Pérou. Victime, comme un nourrisson sur 70 000 dans le monde, d'une malformation congénitale gravissime, le syndrome Sirenomelia. Les jambes sont unies par les muscles et les tissus. Le bébé a subi 2 opérations importantes. Une chirurgie de pointe, d'abord pour séparer ses jambes, puis il y a 15 jours seulement pour couper 10 cm de tissu encore soudé à laine. C'est un changement complet. Maintenant, nous devons être encore plus vigilants car elle est très active. Sa mobilité a commencé très tôt et il faut veiller à ce qu'elle ne se fasse pas mal. La fillette est peu farouche. Elle s'amuse du chirurgien qui teste ses réflexes. L'enfant devra subir bien d'autres opérations pour reconstruire ses appareils urinaires et sexuels. Mais pour l'heure, le bébé sirène porte joyeusement son prénom, Milagro, miracle en espagnol. On a appris aujourd'hui la disparition d'un poilu. François Jaffray, 105 ans, était l'un des 6 derniers vétérans de 14-18. Il s'était engagé à 16 ans dans la marine. La Légion d'honneur lui avait été décernée il y a 10 ans. Et on en vient maintenant au cinéma, mais c'est plus que du cinéma avec la sortie événement de la semaine, Indigène, un film d'histoire, un film de guerre, mais qui a aussi pour but, avoué, de participer à la reconnaissance des tirailleurs, des spahis ou des goumiers qui ont participé à la libération de la France pendant la Seconde Guerre mondiale. Avec nous 2 des acteurs qui se sont beaucoup investis dans le projet, qui font partie des primés à Cannes, Jamel Debbouze, Sami Bouajila. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et puis l'un de ces hommes, à vos côtés, Youb Laleg. Bonsoir, vous avez 87 ans. Vous étiez l'un de ces tirailleurs. D'abord, les images du film et du phénomène créé par ce film, qui est aussi, c'est l'occasion de le rappeler, une coproduction France 2. Pascal Deschamps, Mathieu Drejoux. Ce soir-là, à Cannes, faut-il l'avouer, la France redécouvrait le visage de ses soldats oubliés.
Vieux messieurs à la démarche hésitante, vétérans de la libération, aux côtés des acteurs qui, pour la première fois, nous font vivre leurs exploits au cinéma. Indigène raconte de 1943 à 1945 les campagnes d'Italie et de France désengagées des colonies. Je veux que mon fils, quand il va aller à l'école, que sa prof d'histoire lui dise voilà, il y avait des Maghrébins, il y avait des Juifs, il y avait des Pieds Noirs, ils ont défendu la France, on a libéré la Corse, on a libéré Toulon, on a libéré Marseille. Où l'on découvre pêle-mêle le courage et des différences de traitement, de promotion ou de solde que personne ne remet en cause. On se bat tous ensemble contre Hitler pour la liberté, l'égalité et la fraternité. Et bien, il serait temps qu'il nous en donne un peu maintenant de cette liberté, de cette égalité et surtout de cette fraternité. J'étais en colère, moi, de fouiller dans l'histoire et d'apprendre tous ces éléments qui sont dans le film que je ne vais pas dévoiler ici. Mais la leçon que j'ai reçue, c'est que ces hommes que je suis allé interviewer pendant des mois n'avaient pas de colère. Comme ça, direct, je pars à la guerre, sans prendre mes Nike. Des acteurs beurre, 90 films à eux 4, comédiens dans le vent de l'histoire, persuadés de servir une cause juste et qui espèrent toucher les jeunes, et ça marche. Je trouve ça dommage qu'on ait besoin d'un film pour faire bouger les choses. Et la plupart sont morts, quoi, ces indigènes, donc je trouve que c'est dommage. Un film utile, un grand film tout simplement, et qui offre aux enfants de l'immigration des héros qui leur ressemblent. Voilà, sortie demain. Jamel Debbouze, vous vouliez réveiller les consciences avec ce film avant même sa sortie en salle. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que le but est atteint? Tout le monde en parle. Jacques Chirac va annoncer des mesures sur les pensions. Écoutez, on ne pouvait pas rêver mieux. On ne pouvait pas rêver mieux que la classe politique soit touchée par ce film. C'est formidable, d'autant plus qu'on l'a fait pour eux et qu'aujourd'hui, la plupart de ses collègues sont bloqués dans des foyers sur la Côte-Rage. Je trouve que c'est la moindre des choses qu'on se rende compte de leur situation. Vous l'avez senti, vous, l'engouement, par exemple, lors de cette projection avec Jacques Chirac? On a vu des photos, on avait l'impression qu'il s'était vraiment passé quelque chose. Samy, c'est moi, voilà, avec le chef de l'État. Et le ministre. Je suis très impressionné par ces images, hein. je fais pas le malin. Qu'est-ce qui s'est passé ce soir-là alors? Parce que, écoutez, très franchement, moi j'étais touché par le fait de les voir aussi touchés. Là, ils trichaient pas ce soir-là. Ils ont été sensibles à ce film et la preuve, il y a des mesures qui seront certainement prises. Enfin, en tout cas, on attend le communiqué avec impatience demain. On va vous entendre, Samy Bouajila. Mais d'abord, un mot, Monsieur Lalec. Vous avez vu le film, on vous a vu à Cannes, sur les marches. Est-ce que vous l'avez aimé, ce film? Ce film, il trace notre vie. C'est un film qui a un grand sens. Et en même temps, il n'y avait pas d'oubli. Vous avez reconnu ce que vous avez vécu, vous l'avez retrouvé dans ce film? Exactement, exactement. Est-ce que vous avez souffert du manque de reconnaissance? Oui. Ça veut dire, il y a, en 1941, c'est lointain, ça commençait déjà là, qu'il y avait le sol vis-à-vis de nous, ça veut dire qu'on appelait indigènes, et les Européens, nous on avait 25 centimes et les autres ils avaient 50 centimes. Ça commençait déjà là, il y avait déjà la bagarre à l'intérieur de la caserne même, et en même temps nous étions naturellement dispersés. Et tout ce qui était, ça veut dire, c'est le régiment qu'on appelait le 5e régiment tirailleur algérien, qui était à Maison Carrée, et après ils nous ont refoulés, naturellement, comme moi j'ai été refoulé à Oran. Et vous avez l'impression que ce film va peut-être, disons, raccommoder cet oubli? Pas peut-être, c'est sûr. Bon. Samy Bouajila, est-ce que vous en parliez, vous, de ces tirailleurs, avec vos parents ou avec vos grands-parents, avec vos arrière-grands-parents? Absolument pas, jamais. Ou de manière très évasive. On n'en parlait pas dans votre famille? Non, absolument pas. Pourquoi je sais pas. Sincèrement, je sais pas. Maintenant, c'était pas la même chose chez toutes les familles. Hein. Je crois que chez Rachid, ils en parlaient, ils avaient un lien avec un de leurs ancêtres qui avait fait la première guerre déjà. Nous, simplement parce que c'est une famille assez explosée et que ce sont des petites gens, pour la plupart qui sont analphabètes et
Et puis... Parce qu'on parle du manque de mémoire de la France, du manque de reconnaissance de la France, mais on a l'impression que dans les familles, non plus, ce sujet-là n'était plus abordé. Alors ce qui s'est passé, c'est qu'ils sont tombés dans une double amnésie, hein, je pense. C'est que la France n'en parlait pas et pour cause, hein, c'est un passé douloureux, toute l'époque coloniale. Et puis au Maghreb, une fois que les pays du Maghreb ont pris leur indépendance, c'était assez mal vu que là-bas on parle de ces soldats arabes engagés sous l'armée française. Mais il faut se rappeler qu'à ce moment-là, c'était le temps des colonies et qu'on n'en est pas encore à la guerre d'indépendance. C'est-à-dire que les gens n'avaient pas forcément le choix. Et voilà. Mais du coup, ils sont tombés sous le coup d'une double amnésie. Moi, je voudrais simplement préciser que, pour notre part, le moteur de départ, ce que je veux dire, c'est que tout ça nous échappe et que à aucun moment on a prémédité l'ampleur que ça pouvait prendre. Mais vous aviez envie. Non, l'envie était là de tout le temps. Vous savez, monsieur, les mots qui sont dits dans ce film, les vexations qu'ils ont pu vivre et le message de fond qui est véhiculé dans ce film, nous, par modestie, je ne me permettrai pas de... Mais nous, on le porte de longue date. C'est quelque chose qu'on a comme ça inconsciemment. Vous la connaissiez, cette histoire, Jamel ? Malheureusement. Et quand Rachid Bouchareb m'a donné l'opportunité de jouer ce personnage, d'abord, j'ai été séduit par le scénario. C'est un metteur en scène qui connaît son taf. Et par le propos, forcément. Mais au-delà de ça, j'étais fier de pouvoir donner des héros à mon petit frère qui nous ressemblent. Qu'on puisse identifier, parce que nous on n'en a jamais eu, on n'a jamais eu de ces repères-là, on n'a jamais eu des héros sur lesquels des héros positifs, ne serait-ce que se projeter. Mais des héros tout simplement beaux gosses. Pour commencer, des héros beaux gosses, plein de vie. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude. On les voit dans Navarro se faire courser par des keufs, mais rarement comme ça des héros avec un objectif noble et digne. C'est vrai, Jamel Debbouze, simplement, petite chose, que vous avez accepté de ne pas être payé, sauf sur les éventuels bénéfices du film? Oui. Donc c'est un engagement, vraiment. Mais ce film est indispensable pour moi. Il est utile. D'abord... Jamel est devenu sérieux. Vous parlez sérieux? Non, pas du tout, M. Poujadas. Je peux commencer pas à me chauffer parce que je vais faire le tour. Vous savez très bien que... Non, mais c'est bien aussi d'être sérieux. C'est pas forcément péjoratif. Là, le sujet demande à ce qu'on le porte et à ce que ça soit... oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que il est indispensable que ce genre d'histoire soit raconté. D'abord sur le plan cinématographique. On n'a pas l'habitude de voir ce genre de film au cinéma. C'est un film épique avec de l'émotion, avec des vraies scènes de guerre. C'est raconté par des fils d'immigrés. C'est mis en scène par un fils d'immigré. Ça prouve que la France avance et va dans le bon sens. Pour les petits-enfants, les arrière-petits-enfants des tirailleurs, c'est important? Aujourd'hui, ceux qui sont dans les banlieues, qui sont toujours pas forcément bien vus, qui peuvent avoir des soucis. Mais c'est indispensable. Quand des hommes politiques passent leur temps à créer des clans, il est indispensable qu'il y ait ce genre de choses qui existent pour rassembler et réconcilier. On fait partie intégrante de la France. On a une histoire commune. On fait partie de l'album familial national. Vous avez vu la une du Nouvel Observateur cette semaine? Non. Jamel? On l'a eu... Oh my God! Regarde. T'es Massouam avec le drapeau bleu-blanc-rouge. Pourquoi j'aime la France? Mais parce voilà, vous êtes devenu un symbole. Ça fait plaisir. Un porte-parole, un symbole, ça vous plaît? Non, mais moi je suis pas ni assistante sociale ni porte-drapeau, mais c'est vrai que j'aime la France pour tout ce qu'elle m'a apporté, pour mes joies, pour mes peines, et j'ai envie de mourir sur ce sol, et j'aimerais juste qu'on nous prenne plus en considération. Je sais qu'il paraît qu'ils vont te frapper sur la pièce de 1 euro. Hein. Ça sera un kiff. C'est l'étape suivante. Ils nous ont demandé ce qu'on en pensait, on a dit on voulait être les 4, voire les 5. Eh ben merci beaucoup à vous trois en tout cas. Merci M. Poujadas. Indigène qui sort demain en salle. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, vous pouvez y aller, mais sinon si vous attendez 30 secondes, ce sera complètement terminé. La météo. Ah ça y est, Jamel, alors j'avais dit qu'il était sérieux, je vais parler un peu vite. Voilà. Vous voulez faire la fin? Oui, juste pour maman, comme d'habitude. On y va. Maman. Mais vous pouvez faire la fin du journal. Tout de suite, maman, la météo. La météo. Meshko. Voilà. 20h50, 93 rue Lauriston, un téléfilm avec Samuel Le Bihan et Michel Blanc, que je salue au passage. Voilà. À demain. Venez, monsieur Lalec. À demain. Vive la République, vive la France. Tu m'auras vu aussi. Au revoir, ça fait plaisir. Et à demain. Vous mettez ma main là. Merci à tout le monde. Voilà pour la photo.